Merci à tous d'être restés au bout de cette journée au Point Culture et de ces 2 journées consacrées au portrait sonore de pays. C'est notre dernière intervention avec David dans ce cadre, puisque ce soir nous nous retrouvons à QO2 où nous laisserons, si ce n'est la parole, du moins l'espace acoustique aux artistes présents à mes côtés cette fin d'après-midi. Donc il s'agit de la dernière table ronde consacrée donc aux artistes qui vont se produire ce soir à QO2, Els Vienne, Rodolphe Alexis et Eric Lacasa. Alors je vous propose très simplement de fonctionner ainsi. Je vais les présenter de manière un peu didactique un par un, et puis je poserai quelques questions. Nous réfléchirons à la notion et aux concepts qui nous ont retrouvés, enfin qui nous ont permis de nous retrouver ces 2 jours, notamment de portraits sonores de pays. Et puis tout simplement, je leur demanderai de présenter un petit peu les travaux, les œuvres qu'ils vont nous proposer ce soir à l'écoute, pour pas non plus ce soir plomber l'écoute avec un discours, puisqu'on a beaucoup parlé. D'ailleurs, vous l'entendez, je commence un peu à bafouiller, donc j'espère que je ne serai pas trop confuse lors de nos échanges. Et donc, en tout cas, merci à vous tous d'être restés si tard et si longtemps. Merci également, puisque c'est ma dernière intervention auprès de vous ce soir. Merci infiniment au Point Culture pour leur accueil extraordinaire et à tous les techniciens qui ont rendu ces panels possibles. Alors je commence par Els Vienne. Je reprends des éléments trouvés sur votre biographie en ligne. Els Vienne a commencé son travail d'abord comme artiste sonore, field recordiste au début des années 2000. D'abord équipé d'un setup de 2 petits microphones. Vous avez écouté et mis l'accent voire agrandi le monde qui nous entoure, avec une fascination pour sa matière et ses détails, pour les rythmes naturels, les textures des sons cachés dans le monde et qui forment la base de votre œuvre. En utilisant des matériaux sonores dans des performances, des compositions ou des installations, Els Vienne prend l'auditeur, l'amène dans un voyage, dans des environnements imaginaires et organiques, avec un mode d'utilisation très spécifique de la spatialisation, et c'est notamment ce qu'elle va nous proposer ce soir. Vous aimez jouer avec les notions, avec les rapports entre le voir et l'écouter, avec l'ambiguïté de notre perception entre le son naturel, le son enregistré, comment les 2 peuvent venir interférer. Je renvoie ici à la liste de vos œuvres sur votre site, et notamment sur le site wildwestern.be. Ainsi que sur des diffusions qu'on trouve notamment Land Surface, dont on trouve une belle recension dans The Wire, et Summer Rain sur Aural A-U-R-A-L, attention, landscape.net. Donc si vous avez eu le temps de prendre en note, sinon je ferai passer ça sur la page consacrée à la journée sur Internet pour que vous ayez des liens. Merci d'être avec nous ce soir. Eric Lacasa, c'est le deuxième sur ma liste. Alors, depuis 25 ans, vous développez une pensée de l'écoute, de l'infra-ordinaire, de tout ce qui relève de ce que vous appelez les milieux de basse intensité, du bruit de fond, des rapports à la limite de l'audible, de l'inaudible, avec ces idées d'une écoute qui accepte le temps d'attente, la pause, le retrait également. En termes de composition sonore, vous dites que vous questionnez la prise de son et l'écoute de ce qui vous environne, et en cela, il y a tout un questionnement qu'on a déjà pas mal traité ces 2 journées. En termes d'installation, vous mettez en œuvre des installations sonores exclusivement basées sur des dispositifs spécifiques in situ, et vous êtes également compositeur pour la radio. Vous produisez des essais radiophoniques, principalement en France, pour France Culture, et aussi parfois à l'étranger, Deutschland Radio et également la RTBF.
Vous dirigez également les éditions d'art sonore Swarming et vous manifestez donc une attention au lieu très particulière. Je vous cite sur votre biographie dans votre site, vous dites « Je sonde dans le quotidien la puissance phénoménologique du réel », ce qui m'interpelle beaucoup, de même que la carte stimule la lecture d'un pays, l'écoute renouvelle notre relation à l'espace et au temps. Donc on va avoir beaucoup de choses à dire. Enfin, donc, Rodolphe Alexis, vous êtes donc aussi artiste sonore. Sa pratique touche donc aux phénomènes sonores et vibratoires sous une pluralité de formes telles que également l'installation, la composition, la performance et la radiophonie. En tant que concepteur sonore et preneur de son, Rodolphe Alexis collabore régulièrement avec les arts visuels de l'espace et du mouvement, ainsi qu'avec de nombreuses structures, entreprises, institutions. C'est un artiste comme Gaël Ségalen qui était là hier, associé au collectif MU. Et en cela, il a coordonné la création de la plateforme de réalité augmentée audio Soundways, et contribue régulièrement à des projets muséographiques et des applications sonores géolocalisées. Il est fondateur associé des éditions Double Entendre Vibreux, Tréma, Vibreux, je le prononcerai à l'allemande. Il intervient également au sein du duo électroacoustique Otto A et dans le projet hybride Winsdoors Poplars. Enfin, il développe une pratique personnelle de la phonographie et du field recording, pour laquelle il a été 2 fois lauréat du programme Hors les murs de l'Institut français. Et donc depuis 2008, on note dans ton approche personnelle quelque chose qui relève plus d'un intérêt pour la bioacoustique et la phonographie. Alors, pour commencer, je poserai peut-être aussi par un peu de fainéantise en cette fin de journée, mais c'est important, une question toute simple à chacun d'entre vous. Alors, comme on l'a dit en introduction de ces 2 journées, on ne veut pas ici fétichiser le concept de portrait sonore de pays, c'est pas du tout le but, c'est pas d'en faire un absolu, voilà. Mais est-ce que ça vous parle ? Comment vous réagiriez par rapport à ça ? Est-ce que c'est un format qui vous semble pertinent pour approcher le monde sonore dans votre travail par rapport à d'autres notions qu'on peut entendre comme celle de soundscape, qui est très employée par exemple, ou d'espace sonore, pourquoi pas, puisqu'on est sur la question de la prise de son in situ. Peut-être, je vous laisse... Bonjour. Pour cette question de dénomination de portrait se rapportant au sonore, il y a évidemment cette comparaison avec l'histoire de la peinture qui est un peu problématique quand on parle du sonore, où peut-être on aura plus d'affinité à parler d'espace, à parler d'enveloppement, à parler d'immersion et surtout à parler de relations. Et cette question du relationnel, en fait, elle est pas fonctionnalisante quand on se représente l'image de la peinture ou du tableau, qu'on mettrait à distance, en surplomb, comme ça, un objet qu'on serait en train de visualiser qui serait une surface stable. Et alors que quand on est dans le sonore, c'est quelque chose qui est absolument dynamique, qui nous enveloppe et qui surtout, on ne peut pas faire autrement que de le recevoir et d'être intégré, d'être traversé par le son. On n'a pas une audition qui est seulement faite par le sens de l'ouïe. Une audition, l'audition elle est globale, elle est multimodale, elle est sensorielle, on ressent les vibrations dans un espace. Donc il y a vraiment ce rapport de travailler avec l'objet in situ et en fonction de nos mouvements, on est vraiment dans ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Eric, cette question de l'attente en fait, cette question à la fois de l'attente de la soumission à l'environnement. En fait, on découvre un environnement, on est soumis à ce qu'on a face à nous. Et le deuxième temps, c'est l'intentionnalité. Donc, c'est cette mobilisation de l'attention qui va nous donner en fait des possibilités d'action, des invitations à l'action, et qui vont en fait nous mettre dans un rapport dynamique. Ce rapport dynamique, en fait, nous transforme en même temps qu'on est en train d'aller vers cet objet. Cet objet nous transforme, et finalement, c'est une relation qu'on construit. Donc, ce portrait, il a avant tout une projection de soi à l'environnement sonore, l'environnement acoustique. Et c'est une projection aussi, évidemment singulière, de notre propre écoute, qui est aussi une écoute individualisée, qu'elle soit biologique par rapport à la différence interorale, l'écoute binaurale, mais aussi forcément notre écoute culturelle, technique, technicisée. Je ne suis pas sûr qu'on écoute de la même façon si on est issu d'une culture occidentale de généalogie naturaliste ou animiste, par exemple. Le donner à entendre paysager, esthétisé occidental ne correspond pas forcément à une écoute animiste, où on sera beaucoup plus dans une écoute sémiotique et sémantique, où l'humanité n'est pas le fait que des humains, mais aussi des non-humains. Donc tout est fait d'interaction et de communication. Donc c'est juste des histoires de puissance à gérer et pas du tout un rapport à l'esthétique. Donc il y a vraiment ce côté transformation, en tout cas, qui pour moi est plus dans
dans cette question du portrait, c'est vraiment la question de la relation. Donc il y a autant de projections du preneur de son que de l'objet en fait visé. Où on voit que le médium sonore transforme aussi le concept de portrait. Enfin, en tout cas, ne le laisse pas intact si on décide de l'y appliquer. Else, peut-être I understand French, but I will talk in English. No problem. Because I'm Dutch speaking. I will just answer related to my practice as an artist, because I'm practically minded. So le paysage sonore, ou le portrait du paysage sonore, it's already a bit in the name of my website or my artistic practice, which is called Oral Landscape. And I think that's where it just started for me, listening to the world and how it's my way of relating to the world and translating this world to other human beings. So I do it through listening. And nowadays I must say that I don't make so many recordings anymore or compositions, but I can now state that maybe rather being field recordist, I became more like a sound artist. But the core of my practice is still listening. So whether it becomes a very visual or abstract work, the core or starting point is always listening, positioning myself in the landscape or in the world and using my ears. And then, of course, this also vibrates to other senses. When I listen, I also smell and I feel. And so my recordings or my listening experiences become like a diary, actually. So with each recording, I can still still tell very exactly how I felt, what the weather was like, what I was smelling, etc., etc. So it starts with listening, but it touches upon many other, Yeah, it's a holistic experience. Yes, okay. Almost. Eric Lacazette. Je crois que Rodolphe a bien résumé, c'est l'intentionnalité en fait, dans l'écoute, qui modifie tout corps humain en fait. Je pense que s'il y avait de l'intentionnalité chez les animaux à nous écouter, il y en a à certains moments, mais pas tout le temps. Nous, on est capable, je crois, d'intentionnalité un peu n'importe quand, on le décide, et on y met en plus dans cette intentionnalité toute une histoire de la représentation, je crois que c'est ça aussi qui est derrière nous. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on écoute aussi, c'est peut-être pour ça qu'il y a un rapport avec l'idée de portrait ou de pays. On écoute depuis la Renaissance un peu la même chose, en fait. On a une façon de mettre en branle toute la culture occidentale pour amener un certain niveau d'écoute. Et je crois qu'on est, de ce point de vue, c'est peut-être pour ça qu'on est tous différents, dans la mesure où, effectivement, on n'a pas du tout la même culture, qu'on soit français, hollandais ou autre. Je pense que c'est clair que... d'ailleurs, on a l'impression de faire tous la même chose. Ça s'appelle field recording, ça s'appelle enregistrement de terrain, mais quand on se rencontre, en fait, oui, on a des micros, mais ça va pas de soi, en fait. Ça va vraiment pas de soi. Est-ce que ça tient pas aussi à la variété très grande que j'ai constatée de vos formations ? Comparé au domaine musical, où bon, il y a quand même une sorte de cursus un peu attendu, où les gens ont commencé par le conservatoire, ont passé des concours, des examens, des prix, etc. Quand on regarde le milieu des gens qui commencent par le field recording ou qui sont dans ce qu'on appelle, comme disait Elsfiene, les arts sonores, on constate une très grande pluralité. Alors évidemment, il y a aujourd'hui une institutionnalisation de l'apprentissage, avec des écoles d'électroacoustique, une formation prise de son, mais quand même des gens qui viennent du monde du cinéma, du documentaire, du journalisme, des arts plastiques, des sciences humaines. Et cette variété me marque beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être 2 mots sur cette formation, sur comment vous en êtes venu à l'enregistrement de terrain, même si dans le cas d'Elsfiene, c'est quelque chose qui reste important en termes d'écoute, mais que vous avez un petit peu laissé de côté pour l'installation sonore. Rodolphe ? On fait dans l'ordre, on reprend, après on peut bousculer l'ordre aussi. Ouais, de mon côté, c'est assez simple, l'acuité de l'écoute, en tout cas la question de l'attention.
Elle est venue avec une pratique active adolescente de l'ornithologie, donc plutôt aussi à essayer de reconnaître des chants d'oiseaux, des chants de comportement, etc. Et donc d'essayer aussi de voir un petit peu ces questions des niches acoustiques qu'on peut avoir, qu'on évoquait cet après-midi, même si je suis absolument pas du tout d'accord avec cette idée de symphonie de la nature et cette musicalité, ce grand orchestre des animaux, qui pour moi est une projection anthropocentrique et en plus ethnocentrée en fait, de voir du caractère musical d'une nature qui chanterait pour nous. Comme ça, c'est complètement absurde si on va encore une fois dans d'autres cultures qui n'ont pas du tout cette question même, ne serait-ce de la musique de la nature. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vérité d'avoir un signal acoustique d'un animal qui serait par essence esthétique. Il est potentiellement esthétique si le présage ou ce qu'il augure en fait est potentiellement positif. Là, peut-être oui, il y a une question d'esthétique. Voilà, mais ça, c'est peut-être aussi ce que je vous montrerai ce soir après l'écoute. Mais donc voilà, donc c'est venu par là. Et puis après cette question de la transmission aussi, cette pluralité en fait d'origine, de pratique, elle est encore une fois nécessaire dans cette idée d'avoir un rapport un petit peu holistique en fait au sonore et qui puisse traverser différents intérêts, différents désirs. Je pense que la vraie question c'est vraiment cette question du désir en fait d'aller vers le monde et quand on va vers le monde on est transformé par le monde et c'est quelque chose qui est dynamique, qui fonctionne en fait comme le flux de la vie finalement. C'est là où le sonore a quelque chose de différent avec le visuel parce qu'il est vraiment dans cette espèce de fluidité, c'est quelque chose qui coule au moment où cette fugacité dont tu parlais cet après-midi, au moment où on essaye de l'attraper, elle est déjà plus là, donc il faut quelque part le nommer ou le décrire. En tout cas, derrière cette description, derrière ce côté un petit peu analyse, qu'on pourrait dire apollonien, il y a cette force plastique, cette force dionysiaque qui s'impose à nous, qui s'impose peut-être à nous-mêmes, au-delà du langage, au-delà de quelque chose qu'on pourrait justement nommer et qui se manifeste justement peut-être dans le monde prénatal, in utero, où il faut se rappeler que la première relation à l'altérité finalement et la relation aussi à l'espace, c'est la phonotaxie du fœtus, quoi. C'est-à-dire quand la voix du père elle change de place, le bébé change de place. Donc c'est vraiment ce rapport à l'altérité et ce rapport à l'espace. Donc c'est la vie intra-utérine en fait. Nous sommes ça, déjà très, les écoutants. Voilà. Else. Yeah, so for me, I studied radio. You can study this in Brussels. And I didn't know anything about anything. And I was reading a book from Frank Zappa. I was really a big fan of his music. And there I discovered that he was talking about people like Edgar Varese, John Cage, and again, I didn't know about anything. But I thought if Frank Zappa thinks it's interesting, maybe I should check. So I started to look up all these pieces and composers. And for me, it was like a completely new world opening, another world of sound and music. And then actually maybe it was more, I felt like there are other ways of telling stories and because in radio what we learned was radio documentary and all the classical forms of telling stories to people with voice and music. But I also wanted to make these very special sounds and I was not so strong technically, so I thought if I just record the sounds that are out there and use the world as my instrument, I can maybe make music with that. So that's a bit how it started. And then, I became more and more interested in how to tell stories with sound without using a voice, but to just use all the textures and rhythms and all the sounds that are out there and make a new universe out of it. Okay, thank you. Eric? Je crois que j'ai jamais appris quoi que ce soit. Plus d'ailleurs, c'est difficile en fait parce qu'en fait on est constamment, comme le disait Rodolphe, en train de se déformer parce qu'on est vivant justement. Donc on nous met dans une pièce comme celle-ci. Je sors, je suis différent forcément. Enfin, je me dis pas que ça va être la même chose. Donc si je reprends depuis le début, j'ai l'impression d'avoir été plus formé par l'attente, par la disponibilité. C'est vrai qu'on est enfant, on est disponible à plein de trucs en fait. Moi j'étais là quoi, j'étais une antenne. Mais quand est-ce que la disponibilité t'a mis un micro dans les mains? Pourquoi l'écoute? On m'a toujours posé cette question. Je me suis posé souvent la question. Je sais pas en fait. Pourquoi c'est passé par là? Après j'aurais pu évidemment donner des réponses. On a toujours des réponses, mais
Je sais pas en fait. En tout cas, une fois que j'y suis, en fait, j'y suis bien puisque ça correspond à plein de choses que j'ai traversées et que je continue de traverser et que j'aime bien, c'est-à-dire me poster là, quelque part, et puis attendre que quelque chose arrive. Donc, ornithologie, Frank Zappa et miracle. D'accord. Vous voyez, c'est très varié. Mais non, je ne sais pas du tout mon cas. Non, mais c'est intéressant que tu le formules comme ça parce que ça me fait déboucher sur quelque chose qui me vient en tête en écoutant Rodolphe, qui insiste beaucoup aussi sur cette idée de flux, de vie, et quelque part toi aussi. Et aussi dans le discours d'elle, ça traverse ce côté un peu de sérendipité aussi, où voilà, un livre de Zappa, tout d'un coup on a Varèse et Cage qui arrivent, et puis ça rentre en connexion avec une pratique radiophonique, et les choses se font comme ça. Je me disais, bon, à travers cette question des portraits sonores de pays qui nous a intéressés pendant 2 jours, on a tourné autour d'une question qu'on n'a pas forcément abordée directement, celle d'une identité qui pourrait être parfois vue comme quelque chose de conservateur. Le pays, c'est toujours un peu ambigu, quoi. C'est à la fois le territoire, mais ça nous renvoie aussi à quelque chose qui est de l'ordre de la communauté, du quant à soi, de ce à quoi face à quoi on manifeste un attachement parfois un peu jaloux, un peu crispé. On n'est pas loin aussi du concept de nation. Voilà. Alors le pays, c'est pas que ça. Évidemment, on a essayé de le montrer et on a essayé d'aborder cette notion avec souplesse pendant toutes les interventions, puisque le pays, ça a été parfois un village, ça a été parfois le Luberon, ça a été parfois une zone d'exclusion de Tchernobyl, comme ce matin. Ça a été plein de choses. Mais en même temps, quand on vous entend, qu'on vous écoute parler de votre rapport au son, il y a quelque chose de très fluide et d'énergétique. Est-ce que parler de pays en termes sonores, c'est pas contradictoire pour vous ? Je pourrais me poser cette question. Est-ce que c'est un concept que vous pourriez prendre en compte dans votre pratique quand vous traitez de ces identités sonores ? Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait aller à l'encontre de cela ? Voilà, c'est un peu vague comme question. Mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Tu as vu que j'étais proactif. C'est intéressant que tu abordes ça. Alors, on peut le voir différemment si on le ramène un petit peu à l'origine du mot pays, pagus, qui se rapporte au paysage aussi. Pour moi, je vois un peu ça plutôt comme l'opposé d'un endroit où on n'irait pas, on ne vivrait pas. Donc l'idée de contrée, en fait, le pays comme une contrée, comme un paysage, au sens où Tim Ingold, l'anthropologue Tim Ingold l'entend, c'est-à-dire qu'un paysage, pour lui, c'est pas la représentation donc, qui vient de l'histoire de la peinture, mais c'est avant tout un endroit où, en fait, on marque le territoire par des actions concrètes, d'arracher un revenu à la terre, et donc ces marques du territoire, ces lignes d'air, ces lignes de déplacement, sont aussi les laissés ou les lignes de déplacement des animaux. C'est cette communauté biotique qui vit, et finalement, cette communauté biotique, en vivant, mais elle va produire des désirs et des représentations. Plus comme l'écoumène, tu veux dire, ou voilà, c'est ça. Et on peut même se demander si finalement l'érème a déjà existé, puisqu'on se rend compte que finalement tout était un écoumène. Je veux dire, l'érème de la conquête espagnole, c'était l'écoumène amérindien. Donc ça dépend de quel point de vue on se passe. Et en fait, même dans cette question du portraitiste, c'est la question du récitant et la question du récit qui se pose. Et ce récit, on rend audible des choses, mais quelles sont les choses qu'on rend inaudibles, ou sur quoi on s'érige? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient cachées, rendues inaudibles dans cette position du récitant qui se veut quelque part dans une certaine hégémonie d'histoire, hégémonique, quoi, enfin dominante. Donc il y a aussi cette question-là. Donc quand on reprend cette question du paysage comme une communauté biotique dans laquelle on vit, si on vient s'inscrire dedans, de toute façon, on a cette transformation, cette métamorphose qui se fait au contact de cette communauté biotique. Donc ça devient de toute façon un facteur d'identité aussi, de transformation, dans lequel on est obligé de s'inscrire. Donc ce qu'on va en ressortir, c'est pas une idée d'un pays qui serait historiquement posé comme ça, mais c'est le pays dont on va en tirer notre expérience. Voilà. C'est dans ce sens-là que je peux l'entendre. Elle, quand tu travailles sur le field recording, et aujourd'hui dans les matériaux sonores que tu utilises dans tes installations, cette question de l'identité d'un territoire est toujours importante à tes yeux? For me, that question is not so much on the foreground, because I think I work very intuitive, and then it becomes a work afterwards, and I don't necessarily arrive somewhere or start a new work having this question. But again, being in a completely different place, culture, of course, it changes you. And maybe, I don't know if it answers your question a little bit, but I had this very, very
strong experience when I did sound recordings in the Amazon forest in Brazil. And it really changed my way of listening very profoundly. And also, that was the first time that I felt like I have to start making sound installations, because just playing back my recordings or making a compositions can't translate anymore my experience that I had here. So maybe in that sense, because until then I could just choose how to place my microphone, how to listen, and just to record what I liked listening to, like very tiny, silent, crispy, textured sounds. It's interesting because excuse me, because it's kind of also related to the person who I am. Like when I'm in very crowded, loud environments, I tend to focus on very silent, crispy sounds because it makes me calm. And maybe that somehow translates also in my way of recording and listening. But when I arrived in the Amazon forest, I couldn't make any choice anymore, because the wildlife is there so rich and so abundant that there's so many layers of sounds and animals, and you hear everything but you don't see them. But I couldn't make any choice myself. I just had to place the microphone, leave it there for a while, and then listen to what I recorded. And that really changed my way of listening and creating works. And since then, I don't feel the urge anymore to make compositions. Well, I made a composition based on that trip, but also my first installation too. It's really interesting because I think there's some kind of pattern here in the story of sound arts, where the experience of the Amazon forest was a life-changing situation for listening. I'm thinking about Francisco Lopez, for example. It was his workshop, yeah. Or maybe even before that, in more sound art perspective with David Tudor and the Rainforest. Peut-être pour reparler en français, l'idée que qu'est-ce qui se passe avec ce type d'espace acoustique, pour pas parler ici de paysage sonore peut-être, mais c'est de dire que comme s'il y avait une intensité sonore telle ou un magma sonore tel que ça remettait, c'était le pays quelque part qui remettait l'écoute en question, quoi. Il y a une sorte de feedback ici où on vient là avec le désir peut-être de capter un territoire, et en fait on se rend compte que de territoire on a en fait quelque chose de beaucoup plus fluide, et c'est l'écoute elle-même qui est transformée. Et ce serait intéressant de voir, d'ailleurs hier il a été question d'Amazonie avec la pièce de Stéphane Marin, de voir comment on pourrait ici tracer le long du fleuve Amazone quelque chose d'un changement de l'écoute, quoi, de cette plasticité de l'écoute elle-même face à l'Amazonie. Eric, sur cette question du territoire, comment est-ce que toi, qui travailles sur l'infraordinaire aussi, est-ce que c'est une notion trop surplombante pour toi, celle de pays, ou qu'est-ce que ça t'évoquerait est-ce que c'est pertinent dans ton travail? C'est une notion qui m'a intéressé au début, la notion de pays ou de paysage. Mais aujourd'hui, en plus, rapporter, j'ai réfléchi quand même un petit peu avant de venir, j'ai fait mes devoirs, mais rapporter à la notion de portrait, là, portrait de pays, ça paraît compliqué sur le plan sonore. C'est vrai que j'ai commencé avec des séries de portraits de gens, dans des situations, dans des espaces, dans des contextes. Mais je ne me suis jamais posé la question de savoir si ça pouvait définir la réalité d'un pays ou le réel d'un pays même. Je ne sais même pas ce que c'est. Et aujourd'hui, effectivement, je suis revenu à des dimensions qui sont beaucoup plus modestes, que j'apprécie, c'est-à-dire le quotidien, qui sont compliquées parce que il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse. En plus, quand on habite en ville, souvent la ville est discriminée comme une zone pauvre, pauvre à tous les niveaux. Et justement, je pense qu'il y a beaucoup de place. Et surtout, ça dépend de la question, comme disait Rodolphe, ça dépend de la question qu'on se pose quand on écoute. Et puis, c'est toutes ces questions, en fait. Donc la notion de pays, oui, elle peut être pertinente pour certains géographes. Moi, à mon niveau, non. J'avoue que je suis trop... Alors si ce n'est pays, du moins peut-être territoire, quelque part aussi, oui, dans cette infraordinaire. Oui, la notion de territoire est beaucoup plus floue. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut s'investir sur ces questions-là. Oui.
Puisque ce qui fait aussi la teneur d'un territoire, c'est aussi tout ce quotidien inaperçu, quoi, qui lui donne une épaisseur que l'écoute nous fait conscientiser. En fait, on sait peu de choses. En fait, on entend peu, on sait peu de choses et on essaye, nous, tant bien que mal, avec nos oreilles, d'amplifier certains phénomènes. Parfois, on le fait avec des micros, mais en fait, on a peu avancé depuis quelques siècles, en fait, mais ça paraît peu avancé. Moi, je me sens pas très différent de quelqu'un qui vivait effectivement à la Renaissance, qui se posait des questions d'esthétique, ou même si aujourd'hui, effectivement, on en sait beaucoup plus sur le monde, mais j'ai l'impression quand même que ces notions avec lesquelles on doit parler aujourd'hui, c'est des notions qui sont très anciennes et qui ne correspondent peut-être plus à la sensibilité dans laquelle on est et avec les outils avec lesquels on travaille. Donc ça serait peut-être à reformuler, effectivement. Alors, portrait, déjà, ça vient de très loin, et pays... aussi. Donc, peut-être qu'il faut... dans l'adresse qu'on a à quelqu'un d'autre, il faudrait reformuler cette façon de penser qui est trop ancienne par rapport à... Peut-être, je sais pas, je dis ça... Comme si c'est ce tout que cas, ça t'évoque. Moi, là, les deux mots m'intéressent, mais comme de l'histoire, en fait. Comme si je parlais d'une certaine forme de représentation du monde. Alors que j'ai l'impression que le monde, aujourd'hui, on commence à savoir qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on s'y enfonce de plus en plus et que ça commence vraiment à être intéressant. Mais c'est vraiment... c'est comme parler du cerveau, en fait. Alors s'enfoncer, zoomer, amplifier, c'est aussi quelque chose, j'ai l'impression, qui est un fil entre vos trois pratiques, aussi différentes soient-elles. Elle, il y a ce côté d'amplification, d'aller chercher des sons inaperçus, inaudibles, avec aussi tout ton travail sur les hydrophones également. Alors, je ne sais pas si, du coup, il faut que je trouve une question sur ce thème. Parce que c'est un thème, maintenant, il faut que je trouve une question. Otherwise, there's still maybe something I was... Merci. Maybe it will take us somewhere else, but because you were talking, if I understood well the French, as I say, talking about cities and they're perceived in a poor way in different levels, and the title of the colloquium is Paysage sonore, ou le portrait de paysage sonore, mais... So I think automatically we start to think about countryside, and but with all, I'm sorry that I'm going to talk about Corona again, but yeah, it's part of our lives now. But again, this whole experience made a big impression on me as an artist as well, because now I can clearly state that I'm not so much interested anymore in making field recordings, but more in the act of listening. And the whole Corona experience enforced this, because this first lockdown, I remember that I lived at that time in the border of Brussels in Haren. It's close to the national airport. It's a bit of the outskirts of the city, and the whole paysage sonore changed in one day, and it was really striking that the first moment that I really realized, I was standing in a garden and I felt I was like flashbacked when I was 15, 12 and living in the countryside, and it was so strong just because of the oral landscape around us changing so drastically. And then I lived there close by the Muraske, which is a nature park there. And I made my walks, my daily walks, and I was constantly wondering, should I make a recording or not? Because this is like a one of a lifetime. But then I thought, what will I tell with this recording? Because it just sounds like a recording on the countryside. I will have people to tell people it's in Brussels on that day, and then I decided that I will just listen, because this listening experience will be much more profound than me setting up my device and everything. And yeah, to make a long story short, half a year ago we talked with a few artists about our experiences during Corona and how it changed us. And it made me think a lot about how we build our cities and our country, and it's also kind of identity we give to places. And for the first time in my life, Brussels felt like a city on human scale. Like I was not bombarded by sounds and everything.
And Ghent, which a small city that I prefer mostly, almost felt like a spooky village. So the peace that I normally find in Ghent, I couldn't find it back because it felt very awkward to have no life. And then the countryside, where I escaped to get a bit of rest, become very crowded. So it was interesting to hear that the sonic landscape changed so much, and it made also change a city. Big city became a village, a small city became something else, and how all these things changed and what kind of impact. And so now I get more interested in how we relate to our places, how we design them, and how we. I found it striking that although I work with sound for more than 20 years, that I never realized that our sonic landscape is so upfront or so demanding or so important. So I think it's also interesting to think about. Sur cette question du corona, je vais peut-être vous demander quelque chose, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, et quelque part on ne veut pas en parler, ne serait-ce que parce que voilà, un des 3 organisateurs n'est pas là à cause du corona, et qu'on a eu à passer en Zoom, et donc non. Mais si, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être intéressant d'aborder, peut-être aussi en toute fin de ces journées, dans cette table ronde. Il y a eu, avec le coronavirus, une sorte d'engouement pour l'écoute, de recrudescence d'attention à nos environnements sonores, parce qu'il y avait ces effets de contraste qui nous surprenaient. Alors il y a un côté spectaculaire. Moi, j'étais à New York pendant le premier confinement, et j'ai pu marcher au milieu de la 5e avenue vide. Donc oui, c'était visuellement spectaculaire, mais également sur le plan sonore, c'était une expérience totalement hallucinante d'entendre autre chose qu'un trafic constant, etc. Mais sans revenir sur ma propre expérience, c'est pas du tout le sujet. Il y a eu un engouement pour l'écoute, avec un boom des dépôts de fichiers sur les plateformes libres comme Freesound, avec une espèce de grand engouement pour l'écoute des paysages sonores, pour aussi la pratique de l'enregistrement. Plein de gens se sont achetés tout d'un coup des petits zooms, etc. Et est-ce que vous, ça a été un moment déterminant dans votre pratique artistique? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre rapport au territoire, cet évidement? Absolument pas. Mais non, c'était assez réjouissant d'avoir des environnements beaucoup plus silencieux et de pouvoir profiter du son des oiseaux qui n'était pas masqué par l'environnement urbain. Mais encore une fois, cette connexité d'environnement urbain, cette activité-là qu'on a, cette effervescence grandissante, exponentielle, on peut aussi la ramener, on peut la voir aussi dans la connexité du vivant. Thomas Tilly, dans un de ses derniers enregistrements en Guyane, fait cette parallèle entre faire un enregistrement qu'on aurait pu qualifier d'audio naturaliste si on le mettait dans un autre contexte, mais lui le présente comme, il voit la forêt amazonienne comme l'effervescence d'une cité, avec chacun qui a ses signaux, qui va à ses occupations, etc. Pourquoi je disais ça? Je disais parce que peut-être aussi ce que tu disais, elle, c'est ce décalage un petit peu entre ce qu'on peut avoir comme notion, comme imagination de ce qu'est un pays, ou ce que serait un paysage, et puis ce qu'il est vraiment dynamiquement dans son changement. Si je vous parle de là tout de suite, je vous donne à imaginer un paysage sonore parisien entre la place d'Aligre et la place de la Bastille. Vous imaginez les oiseaux. Quel est le marqueur sonore le plus flagrant, le plus évident de ce paysage sonore parisien? C'est le goéland argenté. Donc on entend des volées de goélands argentés qui crient en groupe, comme ça, on se croirait à la mer. Bon ben voilà, ça c'est maintenant le marqueur sonore du paysage parisien typique, et c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 15 ans. Et dans cette implicite, on a toujours des implicites comme ça dans la représentation du paysage sonore, ce qui amène aussi à la question en radiophonie du faux semblant, et par rapport à cette transposition aussi qu'on peut faire d'une contrée, d'un paysage, d'une région, d'un territoire. Je voulais juste parler de cette question du faux semblant, ou sur une exposition à la Pointe du Grand où j'étais en résidence sur le sémaphore. L'idée c'était de construire un diorama, donc c'est diorama visuel qui appartient au cabinet de curiosité, un petit peu comme ça, un peu kitsch, une représentation de la nature, et de l'adjoindre un audio diorama. Et cet audio diorama était un faux semblant dans le sens où il était reconstruit qu'à partir de sons qui provenaient de banques de sons, donc pas des sons que j'avais fait moi, et qui reconstituaient quelque chose de vraisemblable pour l'environnement sonore de la Pointe du Grand. Et tout le monde tombait dans le panneau, quoi, c'est sûr. C'est-à-dire parce qu'il fallait cocher évidemment tous les marqueurs sonores du paysage, de mettre les choses esthétiquement au bon plan par l'art du montage. Et ça, c'est encore une autre construction de la réalité. Donc il y a vraiment cette distorsion de qu'est-ce que la réalité. La réalité, en fait, correspond à aussi ce qu'on y projette. Et en fait, notre
notre fabrication, notre fictionnalisation culturelle. Donc cette question aussi du rapport à l'écoute, il est technique, technicisé, culturel. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut voir aussi dans la prise de son. La prise de son, moi j'aime bien. Tu parlais de Double Entente tout à l'heure, donc cette association et ce label que j'ai monté avec Valérie Vivancos, avec laquelle on a un duo. Donc ce double entente, d'entendre deux choses à la fois. Dans prise de son, moi ce que j'entends aussi, et je reviens un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est d'abord une prise de soi. C'est-à-dire que quand on écoute avec ses oreilles, évidemment, quand on écoute avec des micros, on sait que c'est pas du tout la même chose, que les oreilles focalisent et que le micro prend tout, et qu'on se rend compte que de la béance du sonore et qu'il faut bien focaliser, retravailler cette acuité qu'on a avec nos oreilles, de la conscientiser et d'aller vers les objets sonores. Et donc c'est d'abord une reconnaissance de sa propre écoute à travers le casque, à travers le microphone. Donc, quand on arrive sur un nouvel environnement, on est dans cette béance, on est d'abord dans cette prise de soi à l'environnement. Et puis petit à petit, on va retrouver cette prise de son soi dans cet environnement, dans cette relation. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce côté-là, c'est de arriver à avoir d'abord cette singularité et en même temps de prendre conscience qu'on utilise des outils qui ne sont pas anodins, qu'il y a toute une histoire derrière, qu'il y a aussi une puissance de la technologie, une puissance de la sidération. Il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Il faut peut-être juste se dépatouiller, enfin au moins de savoir ce qu'on fait un peu. Écoute Rodolphe, si on fait un troisième volet au portrait sonore de pays, je pense qu'il faut vraiment qu'on t'invite comme conférencier, parce que tu as beaucoup à nous apprendre et voilà. J'espère d'ailleurs que tu veux bien, si tu veux participer. J'en reviens quand même à ma question initiale, parce que même si c'est pas pertinent pour toi, et qu'en un sens pour toi c'est un tant mieux, puisqu'il y a cette liaison, peut-être on aura l'occasion d'en parler en off sur le monde des oiseaux aussi, qui semble important et inaugural dans ta pratique. Même si c'est pour toi moins pertinent, peut-être ça l'est pour toi, en tout cas dans ces questions de rapport à l'infraordinaire, j'imagine que le confinement et ces grands bouleversements dans notre vie quotidienne, ça laisse pas aussi notre rapport à l'environnement sonore intact. Me dis pas non. Non. En fait, je vais te décevoir. Oh non. Oui, non. Quand on fait de l'écoute depuis longtemps, effectivement, ce que dit Rodolphe, c'est tout d'un coup, la ville se transforme, il y a des choses qui apparaissent, mais qui sont là de toute façon. Après, l'absence de l'homme, dans le territoire, ça c'est sûr. Ça change, ça modifie un peu notre rapport à l'espace. Mais moi qui travaille beaucoup à la maison, parce que j'aime beaucoup, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Pour moi, c'était l'horreur parce que tout le monde était à la maison. Donc ça a duré longtemps. Je me suis senti plutôt avec, pour une fois, un désir de vouloir aller à la campagne. Ou je sais l'inverse de. Enfin, remarque que les gens avaient ce désir aussi. Oui. Mais oui, non, on s'est tous retrouvés dans des petites boîtes. Moi, j'ai pas pu fuir à la campagne, mais. C'était ça. Sur le plan sonore, effectivement, la chose que je me souviens, c'est la première sortie de la ville, où effectivement, j'avais pas. J'avais une appétence d'autant plus forte de me remettre à disposition de la nature parce que j'en avais ras-le-bol des humains et. En fait, les humains n'étaient que trop là. Ils évitaient les lieux des villes, présence, mais en fait, ils étaient tous parce que confinés avec nous. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'activité qu'ils sont pas là, quoi. Ils sont partout, oui. quoi. Ah oui, ça. Les enfants. Moi, je les entends. Du coup, effectivement, moi, j'habite dans un immeuble, donc forcément, c'est immense, quoi. Donc, je suis content quand tout le monde va au travail, que tout se passe bien. Que la guerre est au loin, je sais pas. Moi, plus j'ai de calme autour de moi, mieux c'est, quoi. Mais ça, c'est un rapport plutôt au monde en général. Ça. Donc, je sais pas si ça répond au Covid, mais après, tout le monde a à peu près les mêmes expériences, je crois. On a tous ressenti ce grand moment, mais la difficulté, et tout de suite, j'étais avec des amis anthropologues qui m'ont dit, mais comment on va faire pour en parler ? Parce que c'est ça, en fait, le problème. Comme pour qu'il ne se soit rien passé, parce que c'est ça, comment raconter ce moment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, alors, justement, on m'a posé la question, j'ai essayé d'y répondre. On a tous essayé d'être... Enfin,
à plusieurs, essayer de se réunir pour rassembler des témoignages, pour que ça fasse un peu boule de neige et pour que ça fasse sens. Parce que sinon, dans la mémoire collective, c'est un virus. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire, quoi, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, comme tu disais? À l'échelle sonore. À l'échelle sonore, ouais. Qu'est-ce que c'est? Mais pas que sonore, en fait. Non, pas que, mais il y a plein de... C'est l'angle qui, en tant qu'artiste... Comment représenter ce moment du virus, quoi. Enfin, et ça, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de collectifs qui se sont un peu attelés à cette question. Alors j'ai l'impression que ça passe par des choses très diverses, mais bon, c'est peut-être pas le sujet ici. Mais en tout cas, j'ai l'impression que pour vous, c'est pas quelque chose qui a encore qui n'a pas d'ailleurs forcément, qui s'est pas implémenté dans votre pratique ou dans votre art. Ou alors simplement comme, et c'est déjà en fait au cœur de la chose, comme attention particulière à l'écoute. Mais sans que ça débouche sur une création sonore en particulier, si j'interprète bien. Moi, j'avais déjà enregistré pas mal chez moi, donc j'avais pas forcément envie d'y retourner. Je pense qu'on a tous fait des... Justement, quand il a fallu parler ou essayer d'appréhender ce que c'était que ce moment, j'ai dû aller chercher dans une expérience que j'avais eue justement à l'extérieur de mon territoire. Et là, je me suis rendu compte, effectivement, par un ensemble de rendez-vous que j'avais eus avec ce territoire de 2019 à 2021, que j'avais pu effectivement traverser des choses très diverses et je pouvais en parler, quoi, avec des points. C'était clair. Mais parler de chez soi au quotidien, c'est pas évident, en fait. Oui, on peut parler des goélands ou des mouettes. Mais moi, c'était un moment de réjouissance, en fait. Vraiment non, mais de réjouissance du point de vue sonore, de pouvoir être au calme, tranquillement, et surtout ne pas profiter de ce moment. Tu as des enfants ? Oui, j'ai une fille. Ouais. Elle doit être très calme. pas toujours, mais je pense qu'il y a aussi un partage de l'expérience sonore fortement lié à cet aspect. Et puis ça dépend évidemment d'où on est placé. Est-ce qu'on a des oiseaux à proximité, un petit jardin, quelque chose d'un peu ouvert, etc. Si on n'est pas... Voilà, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais c'est toute cette période de confinement où on pouvait aussi un peu sortir, on pouvait avoir quelques moments de sport dans la journée, et surtout il y avait plein de promesses. Il y avait les travaux de Bruno Latour sur le monde après, etc. Et voilà, on voit ce que ça a donné. Et donc oui, c'est pas forcément très positif tout ça. Voilà. Alors sur ces choses, alors qui sont concrètes, mais qui me semblent importantes dès lors qu'on parle de pratique aussi de field recording, d'enregistrement de terrain, etc. On me fait signe qu'il nous reste peu de temps, donc j'en viens simplement à vous demander de présenter peut-être un petit peu ce qu'on va entendre ce soir et ce que vous allez nous proposer. Else? So for tonight we decided to play two older compositions because it's been a long time since I made compositions. I don't remember the dates by heart, but so there's one which is called Land Surface. And this was an assignment by Musica. It's an organization in Limburg, in Belgium. You know the place probably. And they asked several field recorders, sound artists, to make a portrait about a certain region or area in Limburg, within the province of Limburg. And I was fascinated by a place called the Sahara, because we don't even have mountains in Belgium, but apparently we have a kind of desert, or the name of a desert. So I was intrigued by that. And actually, yes, it's a kind of nature park with a sand landscape and needle-leaved trees and a lake in the middle. And apparently this landscape is the result of years and years of sand mining for the glass industry at the times in the 1920s. So my intention was to investigate these different layers in the history of time of this specific landscape, because visually we see this landscape, but sonically I wanted to go back into time. So I made recordings in this park, and then I made recordings in a traditional glass workshop where they blow glass, and then I went on a sand mining boat. So I made these three kind of recordings, and then I combined this with the tones of glass singing.
And so yeah, the composition is for me an investigation, illustration of that specific area. Okay. Avec cette histoire de transformation du matériau, aussi du sable vert. Ouais. Nous avons. And the second one, just shortly, it's I think maybe my second composition at the time. This was in Venice. Yeah, it was the first time I really made sound recordings, actually, I remember now. So I was intrigued by Venice. In my imagination, I imagined that if I would make recordings there, I would have like very specific acoustics of a city with small streets but no cars. And I had big imaginations. It was not so spectacular, but still intriguing. And so I went to that city for a weekend and I made a lot of recordings. And then I made also a composition out of that. I called it Summer Rain because all the deep drones of the boats and all the sounds that I recorded reminded me a little bit of all the colors and things that... a bit the idea of if you watch with your eyes in the sun after summer rain, that it triggers all this kind of colors and textures, and I translated it in this piece. Thank you. Rodolphe? Oui. Je voulais juste préciser par rapport à ce que tu disais au début que il y a quand même des formes aussi, des sectorisations de nos pratiques. Moi, il y a des moments où je fais du field recording, en tout cas de l'enregistrement à l'extérieur pour faire des pièces électroacoustiques. Donc là, peu importe comment je vais travailler la matière, parce que de toute façon, elle sera déformée. Et puis, il y a aussi une autre partie qui est plus transposition sur plutôt des concepts. Mais là, ce que vous allez écouter ce soir, sera plutôt proche finalement de la pièce radiophonique ou du portrait. Et c'est une investigation que je commence à mener depuis 2019. Alors évidemment, il y a eu le confinement, donc on n'a pas pu continuer le projet. Donc là, on a cette première phase de terrain qui a eu lieu en novembre. Et ce que vous allez écouter, donc, c'est la première phase de terrain sur la terre indigène du 7 septembre, du peuple Paiter Surui, donc une communauté amérindienne avec laquelle je travaille en collaboration avec un anthropologue qui a fait son ethnographie là-bas, qui s'appelle Cédric Ivinec, de l'EHESS-CNRS. Et puis... Donc la diffusion sera suivie d'une petite explication assez succincte pour ne pas prendre trop de temps non plus et vous embêter après ces 2 journées intenses. Voilà, c'est juste pour expliquer que ça fait partie d'un processus, donc cette itération de restitution qui fait cette première phase de terrain. Elle n'est pas exhaustive, elle a une forme voilà, qui est un peu déterminée, qui n'est pas la forme radiophonique avec des entretiens, parce que nous avons aussi fait pas mal d'entretiens, plutôt déclaratif sur l'histoire du contact avec l'homme blanc, sur la communication avec les autres, les humains et les non-humains, etc. Et donc c'est un projet en cours, un projet collaboratif avec cette communauté, puisque là l'idée c'est que la deuxième phase, ils ont commencé à avoir des enregistreurs, donc qu'est-ce qu'ils vont en faire, et puis voilà. Donc l'idée c'est de faire un corpus de textes, de photos et d'images, donc un phonotextuel et plus, avec aussi des images, et puis évidemment différents registres de paroles et pour gommer cette position du récitant hégémonique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Moi, je présentais Frisch, un projet que j'ai fait avec un ami australien qui s'appelle Eamon Sproud, qui travaille plutôt dans des endroits, c'est à la frange, à la lisière des villes. Quelque chose qui n'est pas formé. Moi, j'aime bien, c'est une notion de terrain vague, quoi. Et donc, dans ces lieux où il ne se passe rien, en fait, je l'ai amené en lisière de Paris pour aller chercher justement ces espaces. Et puis, lui, il est souvent actif quand il est sur ces terrains-là, donc il a joué avec un certain nombre d'objets. Et moi, je ne suis pas intervenu, mais par contre, je l'ai utilisé comme un musicien. Et donc à partir de ça, c'est un gros collectage, mais totalement chaotique. Donc ça fait ça fait quelque chose de très dynamique et qui essaye de travailler cette question du terrain vague comme un lieu propice à l'imagination, parce que là, pour une fois, c'est une pure fiction. Parce que peut-être que ça traduit encore quelque chose du terrain vague, mais il y en a tellement plus que je ne sais pas si... Parce que la plupart de ces terrains ne sont pas accessibles, ils sont derrière des grilles, des barbelés. Alors moi j'ai une question à te poser, parce que si on a juste une minute... Je t'en prie. Oui. Est-ce que tu corrobores à l'expression de Thomas, justement, quand il parle de ce qu'il a fait sur le Cébron, etc., sur cette histoire de musique concrète du dehors, ou quand tu utilises justement ton micro comme un instrument pour trouver des postures en fait d'enregistrement et de faire de la manipulation du corps sonore
sans avoir à le retraiter forcément derrière. Est-ce que ça te parle, cette expression de musique concrète du dehors? Oui, de toute façon, la musique concrète, ça paraît être l'essence en fait de ces pratiques-là. Entre la musique concrète et l'enregistrement de terrain, ouais. Mais c'est deux choses, c'est deux traditions très différentes pourtant. Et c'est ça nous, en fait, on arrive trop tard, donc je veux dire, on n'est plus dépendant en fait de ces traditions-là. Ça c'est intéressant parce que il y a eu quand même, il y a deux sources là-dedans. Il y a la source. Il y a le Schaeffer français, il y a le Schaeffer canadien. Et c'est pas la même chose. Et quelque part, j'ai l'impression que dans les pratiques actuelles, tout ce débat-là est un peu dépassé. Alors, il y a chez Francisco Lopez où ça reste quand même important, où il y a cette critique encore. Je parle peut-être si c'est quelque chose. Mais comme tu as travaillé avec lui, mais chez lui, ça reste encore un peu rigide. Je veux dire, il y a une opposition à ce qu'il appelle le naturalisme du field recording. Mais là aussi, peut-être qu'il préjuge un peu des pratiques de field recording et qu'il les reconduit beaucoup à l'audio-naturalisme. Mais est-ce que chez vous, c'est acousmatique, VS environnement sonore, est-ce que c'est une coupure qui tient encore ou pas? Non, parce que de toute façon, on construit aussi à partir de matériaux bruts. Donc vraiment, c'est question du corps sonore. C'est pour ça qu'il y a cette généalogie et qu'on en parle là maintenant. Ce côté concret, en fait, de travailler du microphone comme instrument. Mais on travaille sur des liminalités, on travaille sur des frontières, on travaille sur de l'inframince, on travaille sur des choses comme ça. C'est comme ça qu'on va composer. Donc en fait, c'est aussi peut-être gommer un petit peu cette force de l'idiome qu'il y aurait dans la musique, qui nous intéresse. Et recréer des espaces, surtout ce qu'on n'a pas parlé de ça, mais en fait ce qui est hyper important, il n'y a pas que le support fixé, la phonographie, il y a aussi tout le côté projection du son, recréer des espaces. Et dans cette recréation d'espace, on ne recrée pas l'espace de la captation, on crée une espèce d'hétérotopique, qui est un espace de la captation, qui est un moment qui est sacralisé par un éphémère, par un faire ensemble, et à partir du moment où on est là, on sait très bien qu'on a ces haut-parleurs, donc on n'est pas dupe, mais on va tous ensemble croire au jeu et porter pour recréer quelque chose à territorialiser, pour être ensemble et en fait se réapproprier une matière. Si tout était donné comme ça et qu'on soit dans un ersatz de réalité, on ne pourrait pas se le réapproprier. Elle, si tu veux. Je suis d'accord. Oui, c'est vrai. No, it's true. I don't feel connected to one school or the other. I just have my own practice and my own ears, and it's just translation of how I relate to this sonic world. But I think if you start to analyze it, it has a bit of mix of both, probably. But I'm not so interested in putting everything into boxes. But it's interesting to know the history and how people approach it. But I don't feel connected to one or the other, more or less. Then indeed it's true that we didn't touch upon the topic, but people will experience probably this evening is that we record spaces, if I understood well, and then we play them back or we install a new space with our sound. So yes, I agree with an important point. Oui, je pense que quand on pratique, on est dans le dépassement des catégorisations. Enfin, je pense qu'il y a c'est des notions qu'on n'a pas besoin en fait. Au contraire, on utilise toutes les palettes qu'on peut. C'est-à-dire que après, quand on fait de la radio, du concert ou autre, effectivement, les choses se précisent au niveau du mixage, du montage, de tout ça. Mais au départ, sur le terrain, je crois que c'est la finalité en fait qui crée aussi les catégories, et c'est là où on nous demande de préciser. Oui, il y a des usages et qu'en fonction aussi des usages et de la relation, l'une ou l'autre catégorie sera pertinente. Et c'est quelque part assez rassurant de voir aussi que ces oppositions, mais qui sont aussi liées à une façon de faire de la musique et de penser et de s'opposer dans les années 60-70, quoi. En France. Oui, et que quelque part maintenant on se rend compte qu'à l'IRCAM il y a quelque chose qui s'intéresse au field recording, on se dit tout est dans tout, et c'est la question de chaque projet singulier et d'aussi la singularité du lieu, comme on voyait notamment avec l'Amazonie par exemple, qui appelle à un positionnement différent. Donc, mais je pense que même à l'IRCAM, cette question, elle n'est pas nouvelle. Enfin, il y avait déjà Jean-Luc Hervé ou des gens comme ça qui s'intéressaient à la prise de son. Enfin, je crois que tout le monde mélange depuis longtemps toutes ces catégories. Après, c'est justement c'est des chapelles plutôt, dans le sens où si on travaille pour le GRM, on doit faire ça. Si on travaille pour un autre, on doit faire ça. Donc après, c'est en fonction de la finalité dans laquelle on est.
C'est de moins en moins le cas, mais il y a quand même des petites résurgences de naturalisme ici, de choses qui tiennent encore, quoi. Tu vois, il y a des choses qui se passent. Tu parlais de l'IRCAM, alors moi j'ai entendu des petites choses de gens qui ont travaillé sur des questions de field recording, qui sont toujours dans cette idée de faire archive, des environnements qui vont disparaître, ce genre de choses. C'est une position totalement dépassée aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on peut plus être là-dedans de ce côté. Oui, je ne sais pas si elle est dépassée, Rodolphe. Je pense qu'il y a une réelle pertinence à parler en ces termes-là. Après, je ne sais pas parce qu'on parle en ces termes qu'on est braqué sur une conception naturaliste de l'enregistrement. Oui, je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait aussi ce souci de rendre tangible une oralisation la plus proche du réel possible. La question de la fidélité. Voilà, c'est cette question. Alors donc en ambisonique, etc. Donc, et ça, on sait très bien que c'est une vacuité. Enfin, c'est une course sans fin d'essayer de rattraper cette réalité-là, qui est d'abord la singularité de notre propre écoute et de ramener un in situ dans un autre espace de projection électroacoustique. Voilà, il y a le hiatus de l'électroacoustique, du haut-parleur qui sera de toute façon une séparation avec le réel, et puis l'acoustique du lieu qui va teinter en fait cette projection. Donc il y a ça, et puis donc de confondre, je dirais, une relation dans un in situ avec l'artefact avec la chose elle-même. Déjà, ça c'est aussi un écueil qu'on voit bien souvent, bien trop souvent, je trouve encore aujourd'hui, c'est-à-dire de confondre l'espace de captation avec l'espace de restitution, confondre la chose qu'on a captée avec l'enregistrement qui est une captation de la chose. Et puis après, il y a toute la subjectivité du preneur de son, les outils, etc. Et voilà. Je pense qu'on m'a fait signe qu'il fallait couper, puisqu'aussi le staff doit aménager la salle pour un événement avec des enfants demain, donc il faut tout mettre à plat, tout reprendre. Écoutez, merci à tous d'avoir été présents au long de ces 2 journées, nombreux. Merci aux intervenants, au Point Culture, à la régie. Et on vous retrouve tout à l'heure à QO2. Venez nombreux également. N'hésitez pas à nous demander pour ceux qui ne savent pas comment s'y rendre, où ça se trouve, comment on y accède. Au fond, en haut, sur la coursive. Et à tout à l'heure, j'espère, pour écouter donc Els Vienne, Rodolphe Alexis, Éric Lacasa. Et ne vous méprenez pas, c'était pas une critique de l'IRCAM ni du GRM. C'était pas ça. On n'en est plus là. C'est juste certains compositeurs qui par moment passent, etc., et avec lesquels on peut discuter.